si les Ukrainiens ont pu reculer ces derniers temps un petit peu dans le Donbass, eh bien, ils sont quand même plus acharnés que jamais pour, Guillaume, inventer de nouvelles armes terrifiantes sur le terrain, tels des drones dits dragons, des drones dragons. Regardez d'ailleurs à quoi ressemblent ces drones dragons. On les voit très très loin, là, mais on voit bien en effet qu'il y a alors, ils brûlent, voilà, leur but, c'est de brûler les positions adverses avec une précision inégalée. Est-ce que c'est avec ça qu'ils font la différence, Général Richoux? Non, ils ne feront pas la différence avec ça. Non, mais je veux dire, avec d'autres drones. Ah oui, la spécificité de ce drone. L'arme des drones, oui. Voilà, l'arme des drones compense leur infériorité en artillerie depuis le début. Oui. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 entreprises qui travaillent pour les drones. Il y a plus de 50 entreprises qui travaillent dans la très haute technologie qui permet de fournir les drones. Et qu'aujourd'hui, ils ont pris un avantage technologique sur les Russes. Ouais. Donc ils sont c'est le premier fabricant de drones du monde. Et aussi un avantage, pardon, de système D, parce qu'on le voit là, en fait. Oui, absolument. Voilà. Briquet de broc, mais ça fonctionne. Et puis le drone, c'est moins cher que les avions. Il n'y a pas de pilote, etc. Donc ça, c'est un gadget par rapport au reste. Oui. Mais l'arme du drone qui peut être utilisée pour la reconnaissance, aussi bien que faire ça, ou bien avec la bombinette, le drone à 1000 € avec une bombinette qui tombe et qui détruit un char à 10 millions d'euros, ça, effectivement, c'est pour ça qu'ils ont... c'est une des raisons pour lesquelles ils ont résisté jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'ils ont développé toute leur industrie de drones et qui nous fait réfléchir maintenant toutes les armées occidentales. Alors, ils sont vraiment de ce côté-là... très ingénieux. Très ingénieux. Oui. Justement, ce drone, c'est un drone standard sur lequel a été fixé un réservoir de thermite. La thermite, c'est un mélange d'oxyde de fer et de poudre d'aluminium qui atteint 2200 degrés, c'est-à-dire plus élevé que le napalm. Et tout fond, hein, des feuilles d'arbre, bien sûr, jusqu'à l'acier des chars. Alors, je crois que ça s'éteint très peu d'ailleurs. C'est une arme qui s'auto-alimente. C'est ça. Elle n'est pas interdite, cette arme. Elle n'est pas interdite par la loi, mais elle est interdite d'utilisation dans certaines zones. Zones civiles. Voilà, les Ukrainiens l'utilisent, Sylvie Berman, uniquement à des fins militaires. C'est une arme qui est dirigée uniquement contre des cibles militaires. Oui, de toute façon, la stratégie des Ukrainiens, c'est de viser essentiellement des cibles militaires. Leur intérêt, c'est de se protéger contre les attaques russes. Jamais ils n'ont été pris jusque-là à viser, en effet, des cibles civiles. Jamais. Il y a eu, effectivement, là aussi, des civils qui ont pu être touchés. Oui, des victimes collatérales, bien évidemment. Extrêmement peu. Mais jamais ils ne ciblent, effectivement, des populations civiles. Parce que, rappelons aussi, Général, qu'en effet, on l'a dit, cette matière, elle n'est pas interdite. Malgré tout, elle est quand même très, j'allais dire, stratégique, parce que on voit bien dans ces zones-là, les Russes se cachent notamment dans la végétation. Oui. Ce que fait en fait cette arme, avec du coup cette espèce de traînée incandescente, c'est qu'elle brûle tout sur son passage, et on ne peut plus se cacher. Mais ça rappelle vraiment le napalm au Vietnam, en fait. Oui. C'est ça. Ou alors pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les lance-flammes. Les lance-flammes, on les utilisait. Oui, mais on utilisait les lance-flammes. Les Américains les ont utilisés sur le front de Normandie, ils ont utilisé dans les îles japonaises, etc. Donc à Iwo Jima, etc. Donc là maintenant, la différence, c'est qu'ils utilisent un vecteur aérien finalement pour le balancer. Mais en fait, bon, là, effectivement, c'est un gadget par rapport à l'ensemble des drones dont ils disposent et qui sont multitâches. Oui, mais Général Richoux, on peut se demander à quand la réponse des Russes par rapport à ces drones dragons, puisqu'on sait bien qu'en période de guerre, tout le monde, il y a des avanciées technologiques, des innovations. Vous pouvez confirmer ça. Est-ce que c'est pas dans la guerre qu'on fait le plus, qu'on avance le plus en matière d'armement? Bien sûr, toutes les guerres ont fait avancer de manière considérable l'aviation, l'aviation à réaction, les missiles sont de la Deuxième Guerre mondiale, la bombe atomique, enfin, notre monde d'aujourd'hui est hérité de la Deuxième Guerre mondiale. Là, il y a absolument... Les Russes, au départ, ils avaient un très très gros regard en drone. Ils se sont fait surprendre. Même nous, on avait la conception du drone qui ressemblait à un avion sans pilote, et on s'est aperçu qu'ils sont précurseurs, les Ukrainiens. Ils ont réussi à inventer la guerre des drones, en fait, à tel point que tous les états-majors du monde maintenant réfléchissent à ce qu'ils voient sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Les Russes ont pris un très gros retard. Ensuite, l'ont rattrapé provisoirement. Ils ont réussi à combler une partie de leur retard. Aussi parce qu'ils sont aidés par l'Iran. En matière d'inventivité, en matière de production de drones, les Ukrainiens sont devant tout le monde. Oui, Martin Jeunier, on parle. Alors Zelensky, il aimerait qu'on vise les 4 millions de drones produits chaque année sur le sol ukrainien. Parce que là, ils sont à
1 million, je crois. 1,7 million. Et voilà, et ils voudraient monter à 4 millions. Énorme. C'est un objectif très très important. Ouais. Mais vous savez, dans ces armes, les drones, effectivement, en fait, cette guerre, c'est aussi, c'est malheureux de dire, mais un véritable laboratoire des nouvelles technologies en matière d'armement. Et les Russes eux-mêmes ont beaucoup appris depuis 2 ans. Et donc, effectivement, c'est certainement des armes, des drones qui serviront pour d'autres guerres. Mais vous savez, quand on voit, c'est terrible parce que ça décime des armes et des corps. Enfin, c'est presque le même effet que le napalm. C'est peut-être moins large. Mais en tout cas, effectivement, on est toujours à la limite dans ces armements, vous savez. Oui. C'est comme les bombes à sous-munitions. Elles sont autorisées dans certaines circonstances, pas dans d'autres. Ce sont des armes terribles, d'une redoutable efficacité. Je crois qu'on peut voir là, d'une part, le génie des Ukrainiens qui construisent, mais aussi peut-être l'effort des Occidentaux. Vous savez qu'il y a eu des pactes de sécurité qui ont été signés avec l'Ukraine, des montages d'usines qui doivent aller sur place. Et effectivement, lorsque M. Zelensky, le chef de l'État ukrainien, parle d'une éventuelle fin de la guerre en 2025, il l'a dit, c'est peut-être parce qu'il espère que ces drones et les nouvelles technologies vont faire la différence. Oui. Alors l'autre nerf de la guerre, au moins aussi important que les armes, si ce n'est plus, et je ne crois pas que c'est le général Richoux qui me dira le contraire. Je suis sûr que non. Ce sont les hommes. Ah, oui. Les hommes, de ce point de vue-là, on a de nouveaux chiffres des pertes russes à vous montrer, mais ces chiffres, soulignons-le, ne viennent absolument pas de sources officielle russe. Toujours pas. Non. Toujours pas. Ah non, mais les sources, les Russes ne donnent jamais de pertes de chiffres sur leurs pertes. D'ailleurs, les Ukrainiens non plus. Ouais. Voilà. Les Ukrainiens non plus, oui. Général Richoux, est-ce qu'on connaît un pays qui, pendant qu'il était en guerre, donnait des chiffres sur ses pertes? Ça n'existe pas. Jamais. Vous imaginez, vous dites, on a eu 1000 morts aujourd'hui. Non, c'est pas la possible. Population, l'esprit de résistance, la résilience, on le dit pas. Et puis le mystère, l'ambiguïté entretient le fait qu'on n'a peut-être pas beaucoup de pertes, les autres en ont beaucoup. Mais il faut aussi regarder avec prudence les chiffres qui sont livrés par les Ukrainiens. Hein. Alors oui, justement, regardons, nous avons les deux, le bilan humain des Russes depuis 2022, voilà. Selon le Pentagone, la source, c'est le Pentagone. Oui. 615 000 pertes, dont 115 000 morts et 500 000 blessés. C'est assez, ça me semble assez réaliste. En 2 ans et demi de guerre, aujourd'hui, ça me semble assez réaliste, avec un ratio de 1 à 3, 1 à 5, 1 à 3, 1 à 4 pour les morts et les blessés. D'accord. Ça me semble assez réaliste. Ça vous semble réaliste ? Oui. Alors, nous avons d'autres chiffres également qui sont les mêmes, mais pour le côté ukrainien. Voilà, 307 000 pertes en tout, dont 57 500 morts et 250 000 blessés. La même source, la source c'est le Pentagone. C'est quand même pas la même chose en général. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien que les Russes, lorsqu'ils attaquent, d'abord ils sont souvent à l'attaque, ils ont des pertes tout à fait considérables, des fois qui sont de ratio de 1 à 5. Quand on est à l'attaque, on a plus de pertes. Oui, bien entendu, parce que on est vulnérable. Depuis le début de la guerre, ils sont quand même, à part l'offensive fin 2022, ils sont quand même les Ukrainiens beaucoup sur la défensive, et en défensive, quand on est dans sa tranchée, on se protège plus. Donc il est logique que ceux qui sont en défensive aient moins de pertes. Non. Mais ça représente quand même des pertes considérables. Des deux côtés. Plus importantes pour les Ukrainiens, parce qu'ils ont une population de 40 millions d'habitants. Et de l'autre côté, il y en a 145 millions. Justement. Oui, bien sûr. Du côté russe, on parle de 1200 pertes par jour. Alors encore une fois, mais ils ont une population qui est 3 fois la population ukrainienne. Mais là-dedans, on entend mort et blessés. C'est ça qu'il faut voir. Ça peut nous faire penser, Anne, je suis sûr que vous l'avez en tête, à une certaine phrase prononcée par le défunt Evgeny Prigojine qui disait lors de sa bataille à Bakhmout, en fait, pour les Russes, c'est un hachoir à viande. Écoutez. Des gens meurent parce que vous les balancez dans le hachoir à viande, sans munitions, sans pensée, sans plan. Vous n'êtes que des clowns séniles. Là, c'est vrai, en fait. Bien sûr. Mais Prigojine, là, je suis un peu sous le choc de revoir Prigojine, effectivement, de me remémorer ces diatribes absolument phénoménales qui nous avaient tous tenus en haleine pendant l'année dernière sur cet homme qui osait défier le ministre de la Défense russe, Sylvie Berman, vous vous souvenez ? Vous vous souvenez, on ne peut pas l'avoir oublié. Mais effectivement, donc, les deux pays ont un problème d'hommes pour pouvoir motiver les hommes et les mobiliser pour revenir sur le terrain.
Oui, la population ukrainienne est inférieure en nombre à la population russe. Absolument. Et en fait, sans doute, la stratégie est un peu différente parce que la perte d'hommes compte moins en Russie qu'elle ne compte en Ukraine. Simplement, la valeur de la vie humaine, vous voulez dire. La valeur de la vie humaine. Oui. Bon, alors, il faut dire aussi que dans les morts russes, il faut compter les anciens prisonniers, justement, qui avaient été recrutés par Prigojine. Et ceux-là, en Russie, personne ne les pleure. Mais c'est vrai qu'en termes de conscription, enfin, c'est très difficile. Et s'il y a des contraintes en Russie, et puis s'il y a des incitatifs avec des primes très importantes, en revanche, en Ukraine, beaucoup ont fui le pays pour ne pas se battre. Et en fait, les centres de recrutement doivent poursuivre certains Ukrainiens dans des villes pour les envoyer au front.